Notre présentation va comporter deux parties. Donc, la première partie, une définition générale des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'on définit comme perturbateurs endocriniens? Et la deuxième partie, ça va porter sur les effets sur le cerveau, notamment de certains classifiants qu'on étudie ici au sein du laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Ce sont des substances exogènes auxquelles l'organisme va être exposé et qui vont interférer avec le fonctionnement du ou des systèmes endocriniens dans un organisme intact ou chez ses descendants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par système endocrinien? Donc, j'entends là par là les systèmes hormonaux. Donc ici, c'est une illustration qui représente en fait différentes hormones, neuropeptides, qui sont synthétisés, sécrétés par plusieurs tissus au sein de l'organisme. Donc, probablement les plus connus, ce sont, donc j'enlève ça, les hormones sexuelles, œstrogènes, androgènes, progestérone par exemple, mais on a plein d'autres, notamment des hormones qui sont synthétisées, sécrétées par le tissu gastro-intestinal. Il y a le fameux axe hypothalamo-hypophysaire qui est aussi à l'origine de nombreuses régulations hormonales. On en dénombre en général une cinquantaine dans l'organisme et ces hormones jouent des rôles très importants qui vont aller des périodes développementales jusqu'à l'âge adulte, vont jouer des rôles importants, notamment dans le métabolisme, la reproduction, le développement, le fonctionnement du système nerveux central. Et là, à ce titre-là, je cite par exemple le rôle des hormones thyroïdiennes qui sont cruciales dans le développement cérébral, puisque l'on sait que des déficiences en hormones thyroïdiennes peuvent entraîner des déficiences cognitives. Alors, à partir de quel moment on va considérer en fait qu'une substance peut interférer avec ce système endocrinien, donc avec ces systèmes hormonaux? Donc, un perturbateur endocrinien en fait peut agir via différents modes d'action. Un perturbateur endocrinien peut altérer la synthèse d'une hormone, sa sécrétion, son transport, le métabolisme de l'hormone, la liaison de l'hormone avec son récepteur, et il peut également altérer l'expression des récepteurs hormonaux. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait les différents modes d'action des perturbateurs endocriniens. Quelques exemples de perturbateurs endocriniens qu'on va trouver dans l'environnement. Alors, il peut s'agir d'hormones naturelles, comme les stéroïdes sexuels dont j'ai parlé tout à l'heure, des stéroïdes issus des plantes, comme les phytoestrogènes, qu'on va trouver par exemple dans des produits dans des plantes et notamment la gynéctéine. Et la plus grande catégorie en fait des substances qui peuvent avoir cette activité de perturbation endocrinienne qu'on va trouver dans l'environnement, en fait, concerne des substances qui ont été synthétisées par l'homme, soit pour des usages thérapeutiques ou hormonaux, comme l'éthényl-estradiol, qui est un contraceptif, mais qu'on va retrouver à très faible concentration dans l'environnement. Sinon, la grande majorité des substances en fait, qui ont été synthétisées, c'est pour des usages, par exemple, agricoles. Il s'agit des insecticides, comme ici le DDT, l'une des substances qui a été énormément utilisée par le passé. Certains pesticides, des biocides, comme le tributylétain, l'atrazine, des substances utilisées pour des usages industriels comme des retardateurs de flammes. Les plus célèbres, c'est les PCB, les polybromés, ou encore dans la fabrication, par exemple, de la peinture, les alkylphénols, nonylphénols. Et enfin, une catégorie de molécules qu'on classe sous le terme plastifiant, comme les phtalates. Pourquoi? Parce qu'ils entrent dans la fabrication de plastique pour lui donner de la souplesse. Pour les phtalates, c'est le plastique de type PVC. Pour le bisphénol A, qui n'est pas un plastifiant, mais qui est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication du plastique de type polycarbonate. Et donc, il y en a, en fait, l'OMS estime actuellement qu'il y aurait environ 800 à 1000 substances dans l'environnement qui pourraient agir comme des perturbateurs endocriniens.
Alors, il y a des substances que j'ai indiquées ici en rouge. Pourquoi? Parce que ce sont des substances qui ont été interdites dès les années 70-80. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que c'est ce que l'on appelle des polluants organiques persistants, c'est-à-dire que l'on trouve encore dans l'environnement. Quand on fait des mesures dans des matrices biologiques, telles que l'urine, le liquide amniotique ou le lait maternel, en fait, on va les trouver. Alors, qu'est-ce qui définit la sensibilité d'un organisme à l'exposition aux perturbateurs endocriniens? Donc, les facteurs de vulnérabilité, c'est cela donc j'ai représenté ici. Donc, cette vulnérabilité, elle va dépendre de l'activité de la substance. Est-ce que cette substance a une activité androgénique, anti-androgénique, anti-œstrogénique ou autre? Ça va dépendre de la durée et de la fréquence de l'exposition. Est-ce qu'on a une exposition aiguë ou plutôt chronique sur du long terme? Ça va dépendre de la voie d'exposition orale, par inhalation. Et pour certaines substances, on peut trouver en fait différentes voies d'exposition, comme pour le bisphénol A. Ça va dépendre bien sûr de la dose à laquelle l'organisme est exposé. Et puis bien sûr, on va avoir des fenêtres d'exposition pendant lesquelles l'organisme va être extrêmement sensible à cette exposition. Et je cite là les périodes développementales et pubertaires qui vont être extrêmement sensibles. Pourquoi? Parce que pendant ces périodes se mettent en place différents systèmes biologiques et si on interfère avec cette mise en place, on peut entraîner des effets à long terme chez l'organisme. Alors ici, je cite également l'âge adulte et notamment sur le cerveau. On sait que le cerveau adulte présente une énorme plasticité et qu'il peut également, donc cette plasticité peut être également impactée par l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et enfin, le facteur de vulnérabilité peut être également le sexe. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve beaucoup pour les perturbateurs endocriniens. Ça veut dire que l'effet en fait, que l'on va observer, il peut être différent selon le sexe. D'où l'intérêt d'étudier toujours les deux sexes à la fois. Alors, est-ce que ces substances sont réglementées? Alors, au niveau européen, oui. Et donc là, je vous ai mis les 3 règlements qui régissent l'usage des substances chimiques en général. Donc, il y a un règlement concernant les substances phytopharmaceutiques, les produits biocides, qui tous les deux vont concerner plutôt les usages agricoles, vétérinaires, etc. Et puis, il y a le règlement REACH, donc, dont l'abréviation est définie ici, qui va régir l'usage des substances utilisées, par exemple, à des fins industrielles. Alors, comment se fait cette réglementation et sur quoi elle va être basée? La Commission européenne s'est basée récemment sur la définition de l'OMS que j'ai présentée tout à l'heure pour définir les critères selon lesquels on peut classer ou pas une substance comme un perturbateur endocrinien. Quels sont ces 3 critères? Premièrement, il faut que la substance présente un effet néfaste. Il faut que cette substance ait un mode d'action endocrinien. Vous vous souvenez les modes d'action que j'ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire effet sur le transport, métabolisme, synthèse des hormones, l'interférence par exemple avec les liaisons à leurs récepteurs hormonaux ou encore effet sur le niveau d'expression de leurs récepteurs. Et enfin, le 3e critère, c'est qu'il faut que l'effet néfaste soit une conséquence du mode d'action endocrinien. Donc, ici, je résume. Donc, il faut que la substance ait un effet néfaste, un mode d'action endocrinien, et il faut que ce mode d'action et l'effet néfaste soient reliés. Alors, comment on fait cette évaluation et sur quelles données on va se baser? Alors, pour définir l'effet néfaste, on va se baser sur des études humaines, des études in vivo expérimentales. Pour définir le mode d'action, on peut se reposer sur le corpus d'autodonnées dont on va disposer concernant, donc dans ce cas-là, on va utiliser plutôt des études expérimentales in vivo et in vitro. Et pour le lien concernant le mode d'action et l'effet néfaste, on va utiliser tout ce que l'on va trouver dans la littérature concernant ce lien. Alors, donc les études expérimentales, en fait, vont être extrêmement
importante parce que c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir définir, ou en tout cas identifier le caractère perturbateur endocrinien ou pas d'une substance. Alors, les données dont on dispose, d'où elles viennent? Donc, le déclarant, c'est-à-dire l'industriel, par exemple, qui veut utiliser une substance, en fait, il va faire des études dans un premier temps pour savoir si la substance est toxique ou pas. Donc, il va se baser sur des études que l'on appelle réglementaires, mais souvent, en fait, ces études réglementaires ne sont pas suffisantes pour apprécier le caractère PE ou pas de la substance. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser également toutes les études académiques, c'est-à-dire les études qui vont être en fait beaucoup plus fines, beaucoup plus détaillées et qui vont sortir des laboratoires de recherche. Alors, le cas du bisphénol A, donc je voulais présenter en fait cet exemple qui a été réglementé. Donc, le bisphénol A, intermédiaire dans la fabrication du plastique de type polycarbonate. Il y a eu une énorme littérature sur le bisphénol A. Ça fait partie des quelques substances qui ont été les plus étudiées dans le domaine de la perturbation endocrinienne. Alors, un premier rapport issu de l'ANSES, Agence sanitaire en France, avait montré que ce bisphénol A, l'exposition à ce bisphénol-A pouvait entraîner des effets néfastes sur la glande mammaire, la reproduction femelle, et notamment le cycle œstral, le système nerveux, donc sur les processus d'apprentissage et de mémoire et sur le métabolisme. Et donc, ces effets néfastes étaient dans ce cas-là reliés à un mode d'action de perturbation endocrinienne. Alors, il a été interdit depuis en France en 2015, donc sur la base de cette évaluation. Sa dose journalière tolérable, c'est-à-dire la dose qu'un organisme peut ingérer sans qu'il y ait en fait d'effet, était passée à l'époque de 50 microgrammes par kilo de poids corporel à 4 microgrammes par kilo de poids corporel par jour. Un autre rapport issu de la même agence l'avait classé comme substance hautement préoccupante, donc ça a été repris par l'Agence européenne des substances chimiques, et plus récemment l'EFSA, donc l'Agence européenne sanitaire, a émis un rapport basé sur des études immunotoxicologiques et qui vise à faire diminuer cette dose journalière tolérable de 4 microgrammes à 0,04 nanogrammes par kilo par jour. Alors, l'autre cas qui nous intéresse particulièrement au sein du laboratoire, c'est les phtalates, qui sont donc des plastifiants, comme je l'ai dit, utilisés pour la fabrication du plastique de type PVC. Donc, on va les trouver dans un certain nombre des produits du quotidien. Alors, ils ont été classés comme reprotoxiques pour la reproduction humaine sur la base de leur capacité à diminuer la production de testostérone et à interférer avec des fonctions de reproduction périphériques. Le diéthylhexylphthalate, ici, qui est l'une des substances, en fait, l'un des phtalates les plus abondants dans l'environnement, plus 3 autres phtalates, ont été classés comme des substances hautement préoccupantes. Ils ont été identifiés comme perturbateurs endocriniens pour la santé humaine et pour l'environnement. Et donc, depuis, l'usage de ces substances est restreint dans les jouets pour enfants. Donc, il ne faut pas qu'ils représentent plus de 0,1% de la masse totale d'un produit, sinon c'est soumis à autorisation. Et leur usage est restreint également dans les films plastiques de contact en fait des aliments. Et dans ce cas-là, on applique la dose journalière tolérable de 50 microgrammes par kilo de poids corporel par jour. Une étude récente qui a été faite dans le cadre de la cohorte Esteban par Santé publique France, en fait, s'était focalisée sur les mesures de phtalates dans l'urine d'adultes et d'enfants. Et donc, ils ont montré récemment qu'il y avait au moins un des métabolites des phtalates chez 80 à 99% d'adultes et d'enfants. Et donc, la conclusion, c'était que ces restrictions ne sont probablement pas suffisantes pour diminuer l'exposition environnementale aux phtalates. Alors, au sein du laboratoire, on s'intéresse à l'exposition aux phtalates et on s'intéresse à l'exposition en particulier à des doses dans la fenêtre de l'exposition environnementale et donc qui vont être inférieures ou égales à cette dose journalière tolérable.
Et on s'intéresse donc à l'exposition aux phtalates et donc comme sortie biologique, l'expression du comportement sexuel chez les rongeurs, donc notamment ici chez la souris. Alors brièvement, juste pour présenter comment ça s'exprime en fait ce comportement chez les rongeurs. C'est un comportement en fait un peu complexe qui va plutôt en fait qui va être la conséquence en fait de plusieurs comportements successifs. Donc il y a toute une phase précopulatoire pendant laquelle le mâle et les femelles effectuent des investigations olfactives. Ces investigations olfactives sont extrêmement importantes parce que c'est cette stimulation qui va activer les autres comportements qui vont suivre. Donc, par exemple, la stimulation olfactive, la stimulation du mâle par les phéromones femelles active la production des vocalisations ultrasonores. C'est l'équivalent du chant chez les oiseaux et on pense que ça sert à attirer la femelle à proximité. Passé cette phase précopulatoire, les deux partenaires vont initier des comportements de monte, comme ici vous le voyez pour le mâle, d'intromission. Et ici, vous voyez le comportement typique de la femelle, comportement de lordose. Donc, elle adopte en réponse aux montées du mâle. Et donc, il va y avoir plusieurs épisodes de montée d'intromission de lordose avant de terminer l'accouplement. Donc, cet accouplement va se terminer avec l'éjaculation. Alors, pourquoi on s'intéresse au comportement sexuel chez la souris? Parce que c'est un comportement qui est étroitement régulé par les hormones stéroïdes sexuelles. Et donc, si on perturbe la production de ces hormones, ou si on perturbe leur signalisation au niveau du système nerveux central, on va interférer avec ce comportement reproducteur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ce sont des souris mâles adultes qui ont été exposées au véhicule, donc c'est notre groupe contrôle, au diéthylhexylphtalate, donc le phtalate le plus abondant dans l'environnement, à la dose journalière tolérable, ou alors à une dose en fait qui est 10 fois inférieure et qui est dans la fenêtre de l'exposition environnementale. Et on a ajouté à notre groupe dans lequel on avait un mélange de phtalates, c'est-à-dire le diéthylhexylphtalate plus 3 autres phtalates que l'on trouve également dans l'environnement. C'était pour mimer en fait la coexposition environnementale à ces substances. Les animaux sont exposés pendant au moins 8 semaines avant le début des analyses et le traitement est maintenu tout au long de l'exposition. Alors ici, je vais présenter d'abord les résultats que l'on a obtenus chez les mâles. Donc ici, on a mesuré les vocalisations ultrasonores émises par les mâles quand ils sont en présence de femelles pendant l'accouplement. Donc ici, c'est un sonogramme issu d'un mâle contrôle. Ici, c'est un sonogramme issu d'un mâle qui a été exposé à la dose journalière tolérable. Donc vous voyez que les deux profils sont complètement différents. On a mesuré le nombre et la durée de ces vocalisations et effectivement, il y a une diminution du nombre et de la durée de ces vocalisations de manière très significative. Alors ces mâles-là, on a pris donc leur urine qui a été mise ici dans ce dispositif et on a laissé des femelles explorer et donc voir en fait si elles s'intéressaient à ces stimuli olfactifs qu'on va trouver dans l'urine issus des mâles exposés aux phtalates ou aux mâles qui ont été exposés au véhicule dans le groupe contrôle. Les résultats sont obtenus ici, donc vous voyez que les femelles en fait préfèrent passer plus de temps à investiguer les urines provenant des mâles contrôle par rapport aux mâles qui ont été exposés au DEHP seul ou en mélange de phtalates. C'est-à-dire que, alors on a fait la même expérience aussi avec les animaux intacts et on a les mêmes résultats, c'est-à-dire que les animaux exposés aux phtalates attirent moins les femelles. Et en ce qui concerne la phase copulatoire, donc ici le temps que mettent les animaux à atteindre l'éjaculation, et vous voyez que pour les 3 groupes, on a des latences augmentées, c'est-à-dire qu'ils ont du mal, en fait en tout cas ils mettent beaucoup de temps pour finir le comportement. Alors qui dit comportement dit cerveau, système nerveux central. Ce comportement, en fait, il va reposer sur l'activation de ces structures que j'ai représentées ici, donc qui sont au sein de ce circuit. Ce circuit neural, il est activé par des phéromones émises par les femelles, et donc c'est le dialogue entre ces différentes régions qui va permettre l'expression du comportement sexuel. Ce circuit, comme je l'ai dit, il est sous le contrôle de la testostérone elle-même qui est sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire.
Il y a deux façons de perturber le comportement sexuel, soit en interférant avec la production de testostérone et donc avec cet axe, soit en agissant directement sur le cerveau pour perturber ce circuit neural. Ce que l'on a montré, parce que je n'ai pas le temps de présenter tous les résultats, c'est qu'on n'a pas de perturbation de cet axe hypothalamo-hypophysaire, mais l'effet que l'on va observer, en fait, ça va être au niveau de ce circuit neural. Et pour résumer, au sein de ces circuits, qu'est-ce que l'on a trouvé? On a trouvé qu'il y avait une diminution de l'expression du récepteur des androgènes, récepteur très important puisque c'est le récepteur de la testostérone. Donc, en fait, on va plutôt impacter la voie de signalisation de la testostérone au niveau cérébral. Alors, il y a d'autres altérations, en fait, des altérations cellulaires que l'on a pu identifier. Une diminution de la neuroplasticité de cette région. Alors, la neuroplasticité, c'est quoi? Ce sont les différents mécanismes cellulaires, moléculaires, qui vont être très importants, qui vont permettre à cette région ou au cerveau en général de s'adapter aux stimuli environnementaux internes et externes. Alors, on a une diminution de cette neuroplasticité. On a des processus aussi de neuroinflammation qui se mettent en place en fait dans cette région et on a une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et plus récemment avec des collègues ici localement, on a pu montrer qu'il y avait également des perturbations du métabolisme cellulaire. Donc, on s'attache en fait actuellement à essayer de savoir comment s'imbriquent en fait ces différents processus et quels seraient l'événement initiateur qui va être du coup altéré par l'exposition aux phtalates. Alors, en ce qui concerne les femelles, donc on a également analysé leur comportement sexuel, on a analysé en fait toute la séquence comportementale qui mène au comportement de lordose. Et en fait, dans un premier temps, on a testé la capacité de ces femelles à stimuler la production de vocalisations ultrasonores par les mâles, puisque ces vocalisations, en fait, sont émises suite à la stimulation olfactive par des femelles. Donc, le nombre de ces vocalisations est représenté ici. Vous voyez qu'il y a un effet du traitement. Ça veut dire que les femelles qui ont été traitées, en fait, au phtalate, stimulent moins la production des vocalisations par les mâles. Donc, les mâles qui ont été mis en présence des femelles traitées au phtalate vocalisent moins. Quand on donne le choix à un mâle contrôle entre une femelle qui a été traitée au phtalate et une femelle contrôle, il va passer plus de temps avec la femelle contrôle. C'est ce que l'on voit ici, donc dans ces quantifications, du temps passé avec chaque stimulus. Et enfin, on a mesuré également le comportement de lordose chez des femelles naïves et après une première expérience sexuelle. Vous voyez qu'il y a un apprentissage et donc la femelle expérimentée a un comportement de lordose amélioré et beaucoup plus important. En revanche, les femelles qui ont été traitées au phtalate, vous voyez que leur coefficient de lordose reste bas. Alors, pour résumer, donc pour le comportement sexuel, donc ça, ce sont les effets que l'on a observés en fait chez les femelles. On a analysé également le circuit neural qui est impliqué dans ce comportement. Et ce que l'on montre, c'est que dans ce circuit-là, important pour l'expression du comportement sexuel, on a une diminution de l'expression du récepteur de la progestérone, récepteur qui est important pour l'expression de ce comportement. Alors, Nolwenn Adam, doctorante du laboratoire, a analysé également un autre comportement reproducteur qui est le comportement maternel. Et ce qu'elle trouve, c'est qu'il y a un effet de l'exposition au phtalate, c'est-à-dire les femelles passent moins de temps à s'occuper de leurs petits, passent plus de temps en dehors du nid, à boire, manger ou se reposer. Et puis, on augmente également l'allaitement forcé, c'est-à-dire que les petits vont suivre, en fait, vont s'accrocher aux mamelles de la femelle qui n'est pas en position d'allaitement. Là, pareil, elle a analysé le circuit neural qui est impliqué dans l'expression du comportement maternel. Elle montre qu'il y a une diminution de l'expression de l'ocytocine, neuropeptide qui est impliquée dans l'attachement maternel, dans les comportements sociaux. Une diminution aussi du récepteur des œstrogènes alpha. Alors, ces deux voies de signalisation sont très importantes, elles interagissent entre elles et sont importantes toutes les deux pour l'expression du comportement maternel.
Et donc là, actuellement, on est en train d'analyser ces petits, donc qui ont été, pour lesquels on a fait en fait des tests de la naissance en fait jusqu'à l'âge adulte pour voir si cette exposition in utero et pendant la période de lactation va interférer également avec la mise en place des comportements de reproduction et des fonctions neuroendocrines impliquées dans la reproduction. Alors, en fait, jusqu'à présent, j'ai présenté donc les résultats que l'on a chez des mâles exposés aux phtalates ou des femelles exposées aux phtalates, mais qu'on a mis en accouplement avec des partenaires sexuels, mais qui n'ont pas été exposés, contrôle. Donc ça, c'était important en fait pour identifier l'effet de l'exposition pour chaque sexe. En fait, notre hypothèse, c'est que si on met ensemble des animaux, donc mâles et femelles qui ont été exposés tous les deux, l'effet serait probablement beaucoup plus important. Donc ça, ce sont des expériences que nous n'avons pas encore faites, mais qu'on aimerait faire à l'avenir. C'est-à-dire que l'impact en fait sur la reproduction pourrait être en fait plus important. Et j'aimerais juste signaler en fait au passage cet effet sur les vocalisations ultrasonores que l'on a vu ici chez les mâles et qui pourrait être vraiment intéressant à utiliser comme biomarqueur de l'exposition, puisque la production du son ou les vocalisations en général, c'est vraiment des comportements qui sont utilisés par plusieurs espèces pendant la période de reproduction, pendant donc ces phases d'attractivité mâle-femelle et donc qui facilitent par la suite le comportement. Alors, j'aimerais juste finir donc avec ce concept de One Health, une seule santé, puisque c'est ce que l'on observe de plus en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une santé humaine d'un côté, une santé environnementale ou animale de l'autre, mais qu'on est tous en fait un peu dans le même bateau et que ces effets que l'on va observer par exemple chez la faune sauvage, chez des animaux par exemple aquatiques, chez des rongeurs de laboratoire ou même pour la santé humaine, eh bien c'est des choses. Alors bien sûr, on ne peut pas en fait transposer facilement d'une espèce à l'autre, mais il y a suffisamment de recul, notamment sur un certain nombre de systèmes endocriniens, systèmes hormonaux, pour savoir qu'un certain nombre, par exemple, d'hormones vont exercer des fonctions très importantes sur la reproduction et que si on interfère avec leurs effets sur la faune sauvage ou sur les rongeurs de laboratoire, il y a un risque qu'on retrouve la même chose aussi chez l'humain. Voilà, donc je vais finir avec ça et j'aimerais juste présenter rapidement les membres de l'équipe qui ont participé activement à ces travaux, avec ici en bleu les personnes qui ont été directement impliquées dans ces travaux sur les perturbateurs endocriniens, nos collaborateurs locaux et nationaux, nos financeurs, donc essentiellement des agences publiques. Et je vous remercie de votre attention et je suis prête à accueillir vos questions. Vous n'avez pas détaillé l'effet cocktail, l'effet synergique de plusieurs phtalates. Est-ce qu'il est plus important que l'effet d'une seule molécule? Alors ici, en fait, on a utilisé un mélange en fait, de phtalates dans lequel le diéthylhexylphtalate est assez prédominant pour mimer en fait un petit peu l'exposition environnementale. En fait, ce que l'on voit, c'est que souvent, en fait, l'effet que l'on va obtenir en fait avec ce mélange, il va être en fait plus ou moins équivalent, soit au diéthylhexylphtalate à la dose de 5 microgrammes ou à 50 microgrammes. Mais on n'a pas en fait un effet vraiment en fait additif. Alors, ça ne veut pas dire que l'effet additif ne peut pas exister en fait pour les mélanges, mais là, en fait, je parle vraiment du mélange en fait que l'on a utilisé nous. C'est un mélange en fait homogène, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a probablement le même mode d'action et une fois qu'on a atteint un effet maximal, on ne peut pas en fait faire plus. Moi, j'avais deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on connaît, parce qu'on connaît la structure de ces molécules, donc le phtalate par exemple, qu'est-ce qu'on connaît de leur interaction avec des molécules du vivant, puisque c'est vrai qu'on voit bien les effets, mais voilà, tu as parlé des mécanismes qui sont encore à bien étudier, à bien comprendre, mais est-ce qu'on sait déjà ces molécules, quand elles sont dans notre organisme, avec quels autres interacteurs finalement elles peuvent se lier? Est-ce qu'on connaît des choses là-dessus?
Oui, merci Sandrine pour cette question. Ça, c'est les choses que je montre en général en cours, mais là, je n'avais pas trop le temps. Alors, pour les phtalates, en fait, on connaît bien leur structure. Et en fait, ils ont une structure qui va se rapprocher un petit peu, en fait, comme le bisphénol A d'ailleurs, qui vont se rapprocher un petit peu de la structure d'hormones stéroïdes sexuelles, par exemple, comme les œstrogènes, la testostérone, etc. Alors, ce n'est pas pour autant qu'ils vont agir sur ces récepteurs de manière aussi efficace que les hormones endogènes. Exemple du bisphénol A, on estime que c'est un œstrogénique un faible en fait, avec un faible en fait œstrogénique, et c'est la raison pour laquelle en fait on l'avait utilisé dans les usages industriels parce qu'il avait été fabriqué au début en fait pour voir en fait s'il était capable de mimer les effets de l'estradiol. On l'avait abandonné, il a été repris par les chimistes pour entrer dans la fabrication du plastique parce qu'il avait en fait cette faible œstrogénicité. Or, on s'est rendu compte que quand il est en fait dans l'organisme, en fait, il est capable d'agir. Il ne va pas agir de manière en fait aussi efficace que les œstrogènes endogènes, mais il va agir faiblement avec les récepteurs des œstrogènes, mais pas que, en fait, avec différents types de récepteurs. En fait, les voies de signalisation exactes, en fait, par exemple pour le bisphénol A, on ne les connaît pas très bien. Pour les phtalates, alors, ce qui a été montré, c'est qu'ils ne sont pas capables, par exemple, d'agir sur les récepteurs des androgènes. En tout cas, d'interagir avec les récepteurs des androgènes. Ils vont plutôt interagir avec des récepteurs, par exemple, comme PPAR gamma. Ça a été vraiment bien démontré, par exemple, pour les effets périphériques sur le métabolisme. Est-ce que les études qui portent sur la baisse de la fertilité en lien avec ces perturbateurs sont, de votre point de vue, fondées? Et puis, plus généralement, une autre question sur la santé de l'homme. Est-ce que finalement, par exemple, la baisse de la neuroplasticité que vous avez pu noter, elle pourrait aussi impacter, par exemple, les processus d'apprentissage, Oui. la mémoire, etc. Alors, premièrement, il y a eu en fait des études épidémiologiques, notamment en fait par une étude américaine, qui montrait que en fait il y avait une association entre l'exposition aux phtalates, en tout cas la présence de métabolites de phtalates dans les urines de femmes, et la baisse en fait de l'intérêt pour l'activité en fait sexuelle. Il y a eu une autre, par exemple, étude pour le bisphénol A, en fait, qui allait aussi dans le même sens chez des ouvriers chinois, en fait, qui sont exposés au bisphénol A et qui montrait qu'il y avait des problèmes de libido, d'activité érectile, etc. Alors, il ne faut pas oublier que ces hormones, elles sont que les hormones stéroïdes sexuelles, donc on interfère avec leur production à leur voie de signalisation, ça va impacter également des processus impliqués dans le comportement sexuel humain. Et la deuxième question, alors justement, on a voulu savoir au sein du laboratoire si ces effets en fait étaient restreints aux régions cérébrales impliquées dans la reproduction, si ça pouvait aller au-delà et finalement qu'on allait retrouver en fait des effets similaires sur l'hippocampe, qui est les structures impliquées dans les processus d'apprentissage et de mémoire. Je ne les ai pas présentées parce qu'on vient à peine de soumettre en fait la publication. En fait, on montre qu'il y a vraiment des effets similaires. C'est-à-dire qu'on a en fait on a des effets sur la mémoire spatiale, sur la mémoire temporelle, sur la reconnaissance en fait de nouveaux objets, et tout ça est associé également avec une diminution de la neuroplasticité au sein de l'hippocampe. Merci de cette invitation et de me permettre d'exposer nos données récentes sur la capacité de certains perturbateurs endocriniens à altérer le développement dentaire, en particulier le développement de l'émail, et l'utilisation possible de ces défauts amélaires comme marqueurs d'exposition précoce à ce type de molécules. Les défauts dentaires sont vraiment des pathologies importantes prises en compte par l'OMS. Donc ici, des rapports récents dans des revues prestigieuses qui montrent que, par exemple, la carie dentaire est la pathologie la plus répandue, la pathologie non mortelle la plus répandue dans le monde. On estime d'ailleurs que toute personne sera un jour ou l'autre confrontée au moins à un épisode carieux. Et à droite de l'écran, on voit l'importance que peuvent avoir ces caries dentaires, les caries non soignées, en termes de santé, de coûts, d'altération de la qualité de vie et les comorbidités associées comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Ce sont donc des problèmes importants à prendre en considération. Alors, parmi les pathologies dentaires, l'une d'entre elles a particulièrement retenu notre attention, donc Molar Incisor Hypomineralization, MIH,
qui, comme vous le voyez ici, se caractérise par des taches opaques sur les dents, blanchâtres à brunâtres en fonction de la sévérité, et en fait qui est vraiment caractérisé, diagnostiqué avec ces premières molaires permanentes altérées. Alors, je n'ai pas le temps ici de vous présenter exactement l'atlas dentaire et les développements, mais souvent on parle avec les dents du fond pour les molaires et puis les dents du sourire pour les incisives, qui donc présentent ces taches inesthétiques, mais c'est d'autant plus gênant parce que ce sont souvent des dents qui occasionnent des douleurs importantes et qui donc empêchent l'enfant de se brosser correctement et qui aggravent encore le problème carieux parce qu'elles sont particulièrement susceptibles à la carie du fait d'une altération de leur structure. Alors, pour quelles raisons cette pathologie a retenu notre attention? Eh bien, parce que, comme vous le voyez ici en bas, sa prévalence est en augmentation dans le monde. On voit sur cette carte mondiale publiée récemment qu'en fonction des pays où sa prévalence a été étudiée, ce sont environ 14-15% des enfants âgés de 6 à 9 ans qui sont atteints par cette pathologie et avec certaines disparités dans le monde. Donc non seulement la prévalence est en augmentation, mais également la sévérité, comme l'a publié cette équipe mexicaine récemment, qui montre qu'une même équipe dans une même région du monde a pu diagnostiquer davantage de MIH avec des formes plus sévères. Alors, comme le montre ce panoramique ici, ce qui est aussi intéressant dans cette pathologie, c'est que ce sont les dents ici entourées en rouge, donc que je vous évoquais tout à l'heure, qui sont particulièrement atteintes par cette maladie, et ce sont les dents qui minéralisent les premières, enfin les dents permanentes, qui minéralisent les premières, de la fin de la vie fœtale à 4-5 ans après la naissance chez l'humain, c'est-à-dire autour d'une période entourant la naissance qui est particulièrement susceptible, où les personnes sont particulièrement susceptibles aux polluants environnementaux et notamment les perturbateurs endocriniens. C'est pour ces différentes raisons qu'on s'est demandé s'il pouvait exister un lien entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et le développement de ces hypominéralisations de l'émail. Alors, comme vous l'a présenté Sakina Maouti précédemment, la définition des perturbateurs endocriniens en vigueur est toujours celle de l'OMS et il est quand même difficile de classer ces molécules qui peuvent présenter des activités de perturbateurs endocriniens. On parle de plusieurs milliers. Ici, une étude académique récente qui en regroupe plusieurs centaines avec les sources d'exposition principales. Et on voit en bas qu'en fonction du type d'étude, eh bien, ce ne sont pas forcément les mêmes molécules qui sont considérées et pour différentes raisons. Et dans ce tableau ici, représentées les quelques molécules finalement qui sont reconnus par l'Union européenne comme étant des perturbateurs endocriniens. Et parmi ces quelques molécules, donc perturbateurs endocriniens pour la santé, on retrouve le bisphénol A et les phtalates, dont le DEHP. Et en effet, lorsque nous avons commencé nos études en 2010, dans le cadre d'un programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens, nous avons concentré nos forces d'abord sur 3 perturbateurs endocriniens, le bisphénol A, donc à 5 microgrammes par kilo par jour, ce qui était à l'époque 10 fois inférieur à la dose tolérée, journalière tolérée, seul ou en mélange avec la génistéine et la vinclozoline, donc une exposition qui se produit tout au long de la vie fœtale et des animaux qu'on a pu récupérer 30 jours après la naissance et 100 jours après la naissance. Alors, très brièvement, les résultats que nous avons obtenus, ce sont d'abord des rats qui, comme vous le voyez ici, présentent des hypominéralisations ou en tout cas des taches opaques, blanchâtres sur leurs incisives à croissance continue et que nous avons pu scorer un petit peu de la même façon que les MIH chez les enfants.
C'est la première caractéristique commune au MIH. La seconde est que, comme pour l'humain, où vous voyez ici les dents plus susceptibles au MIH entourées de rouge, eh bien chez le rat, nous avons surtout pu diagnostiquer ces taches opaques chez les jeunes rats âgés de 30 jours après la naissance, alors que ceux qui étaient plus âgés, donc âgés de 100 jours, ne présentaient pas ces mêmes caractéristiques. Une analyse de la structure de l'émail, donc cette structure prismatique représentée ici, et une comparaison entre le rat et l'humain montre que les rats exposés au bisphénol A ont cette structure qui disparaît sous une couche magmatique organique, tout comme d'ailleurs les images observées pour les MIH. Et ceci est en accord avec la quantité de minéral présente dans cet émail lorsqu'on compare aussi bien chez le rat le rapport calcium sur phosphore ou mieux encore le rapport entre calcium et carbone. On voit que ce rapport est très fortement diminué chez les rats exposés de la même façon qu'il l'est dans les dents MIH humaines. Enfin, des analyses protéiques montrent que, aussi bien chez l'humain que chez le rat, il y a une accumulation d'albumine en plus d'autres protéines présentes dans ces dents, sans doute du fait d'une structure altérée. Quelle raison, voilà. Alors, non seulement le bisphénol A est capable d'altérer le développement de l'émail, et du fait de ces nombreuses caractéristiques communes avec le MIH, nous avons proposé que le bisphénol A et les perturbateurs endocriniens capables d'agir comme lui étaient capables d'altérer le développement de l'émail, mais des données plus récentes montrent que le DEHP, également à des doses environnementales, crée des altérations des dents, donc chez la souris exposée à des doses croissantes à des doses différentes de DEHP, donc de 0,5 à 50 microgrammes par kilo et par jour, et nous voyons pendant 8 à 12 semaines. Donc, nous voyons que surtout les mâles, à la dose la plus forte, présentaient des incisives cassées, qui d'ailleurs étaient cassées directement en bouche, puisque c'est comme ça qu'on les récupérait. Et lorsqu'on comptabilisait les défauts et les dents cassées, aussi bien chez les mâles que chez les femelles, on voit qu'il y a un effet dose important, avec une prévalence plus importante chez les mâles que chez les femelles. D'ailleurs, ce tableau recoupe l'ensemble des données que nous avons obtenues, donc 3 séries d'expériences chez les mâles, 3 séries d'expériences chez les femelles, avec le répertoire exactement, non seulement des dents qui présentaient des anomalies, comme des opacités ou des anomalies de couleur, et également des dents cassées. En une analyse plus fine de ces dents, notamment de la quantité de minéral, de la densité minérale de l'émail, montre qu'il y a ici, pour les contrôles, quand on compare avec les souris exposées à 50 microgrammes par kilo par jour de DEHP, une diminution de la densité minérale, plus importante d'ailleurs, lorsqu'on s'approche de l'extrémité, ce qui est tout à fait différent par rapport au contrôle. Et un autre fait marquant est qu'il y a, alors là ce sont des coupes frontales, et quand on compare les souris exposées avec les souris contrôle au même endroit, on voit ici l'absence de cette structure fortement minéralisée qu'est l'émail, contrairement au contrôle, qui montre en fait un retard de la minéralisation. Et ceci est confirmé par une analyse histologique fine, donc en coupe longitudinale. On voit ici les améloblastes, donc ces cellules capables de synthétiser l'émail. Et quand on prend une zone particulière qui correspond en fait au changement une zone transitoire de différenciation différente entre les améloblastes à gauche ici, capables de synthétiser la matrice protéique améllaire, et à droite ici les améloblastes capables de minéraliser l'émail, on voit
un comptage fin montre que le nombre de ces cellules est plus important chez les souris exposées au DEHP, de même que la proportion de structures non minéralisées, de structures améllaires non minéralisées, signant ce retard de minéralisation dû à un retard de différenciation des cellules directement incriminées. Et tout cela se traduit en fait par une diminution de la dureté de l'émail chez les souris exposées. Alors on voit ici par ces courbes donc les différentes séries à différents endroits d'analyse que systématiquement les souris qui sont exposées à 5 ou à 50 microgrammes par kilo et par jour montrent des courbes en dessous des courbes contrôle, les différences significatives, quelle que soit la zone étudiée, montrant, donc signant une diminution de la dureté de l'émail des souris exposées. Une analyse des niveaux d'expression des gènes clés du développement de l'émail montre qu'il y a une augmentation de l'expression des gènes des protéines matricielles améllaires et en particulier de l'énaméline qui avait été également observée chez les rats exposés au bisphénol A. Et en fait, ceci montre aussi qu'il peut y avoir de ces protéines résiduelles empêchant la complète minéralisation de l'émail. Alors, si on compare les deux modèles, on voit que, donc, dans les deux cas, des faibles expositions, des souris au DEHP, les rats au BPA, il y a des défauts du développement dentaire et en particulier de l'émail, mais qu'au niveau structural, il y a de différences importantes. Ici, une importante couche magmatique chez le rat exposé au BPA, alors que ici, ce sont vraiment des prismes qui sont fragiles et qui cassent à l'analyse. Donc, un retard de minéralisation dans les deux cas, mais qui n'est pas dû aux mêmes cellules touchées. Ici, ces cellules particulières pour le DEHP, alors que pour le BPA, c'est tout le long de la mélogénèse. Et donc, dans les deux cas, une augmentation de l'énaméline. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que la prévalence de ces défauts n'est pas la même quand on compare les mâles et les femelles, avec plus de 2 fois plus de défauts chez les mâles exposés au DEHP comparé aux femelles, et de la même façon chez les rats exposés au BPA comparé aux femelles. Et c'est pour cette raison, quand on a essayé de comprendre les mécanismes qui pouvaient être impliqués dans la dent, nous avons d'abord recherché les récepteurs du côté des récepteurs putatifs au bisphénol A et au DEHP, voir déjà s'ils étaient exprimés dans les améloblastes, pouvant potentiellement conduire leurs effets. Et nous avons effectivement vu que les améloblastes sont des cellules très hormonosensibles, contrairement à ce qu'on pensait au départ, et que les récepteurs aux androgènes et aux œstrogènes sont exprimés et de façon différente au cours de la différenciation de ces cellules. Ici schématisé, donc au cours du processus d'amélogénèse. Donc, les récepteurs aux androgènes sont importants en fin de différenciation lorsque les cellules sont plutôt à même à minéraliser la matrice améllaire, alors que le récepteur aux œstrogènes est présent tout le long de la mélogénèse avec une importance plus importante lorsque les cellules sont non différenciées et encore capables de proliférer. C'est ce que je vous ai représenté ici, avec une coupe histologique montrant l'ensemble des améloplastes, donc que je vous souligne ici, capable de synthétiser l'émail que vous voyez ici en cours de formation, et donc 2 récepteurs importants ER-alpha, ERR-gamma, plutôt exprimés en début de différenciation, donc la loupe cervicale où les cellules sont encore à même à proliférer, et puis les récepteurs ER-alpha et surtout le récepteur aux androgènes, plutôt exprimés en fin de différenciation lorsque les cellules minéralisent la matrice améllaire. Alors ici, un schéma représentatif donc de ce type de coupe histologique avec aussi une hémimandibule de rongeur pour vous montrer l'intérêt de ce modèle expérimental qui permet de suivre de façon concomitante les différents stades de différenciation des améloblastes et de la synthèse de l'émail.
Donc, un schéma qui récapitule globalement nos résultats, que ce soit pour l'exposition au bisphénol A ou au DEHP. Donc, ici, de nouveau, ces cellules schématisées qui expriment en tout début de différenciation, surtout du récepteur aux œstrogènes alpha, et à la fin de la différenciation, la plupart des récepteurs aux hormones stéroïdiennes et en particulier du récepteur aux androgènes. Donc, durant cette première phase de sécrétion, les cellules synthétisent les protéines matricielles amélaires qui sont digérées pour laisser la place à la minéralisation complète de ces structures, puisque l'émail est la structure la plus minéralisée de l'organisme. Un point qui est extrêmement important et sur lequel je n'ai pas insisté, c'est que comme les cellules, ici les améloblastes, disparaissent au moment de l'éruption dentaire, ce tissu minéralisé devient irréparable. Et donc, toute molécule stressante qui aura altéré l'activité de ces cellules aura un impact irréversible. C'est pour ça que les défauts qui résultent de ce bon processus pourront être lus après l'éruption dentaire et seront présents pour la vie s'ils ne sont pas réparés par un dentiste. Donc, en présence de bisphénol A ou de tout autre perturbateur endocrinien capable d'agir comme lui, il peut agir sur le récepteur ER-alpha au moment de la prolifération de ses précurseurs, aussi sur la quantité de protéines matricielles synthétisées, en particulier l'énaméline représentée ici en noir, qui est synthétisée de façon plus importante, moins d'enzymes pour venir la digérer, donc un émail moins minéralisé, laissant la place à l'albumine et empêchant une complète minéralisation, qui se traduit par des spots opaques d'émail hypominéralisé qui sont diagnostiqués une fois la dent éruptée. Alors, en conclusion, en quoi les défauts dentaires acquis au cours du développement et dus à des facteurs environnementaux peuvent servir de marqueurs précoces aux expositions environnementales? Eh bien, ces polluants environnementaux, à partir du moment où ils sont capables de moduler l'expression de gènes clés de la mélogénèse, génèrent des défauts irréversibles de l'émail qui font une signature, puisque, comme j'ai pu vous le montrer pour ces deux perturbateurs endocriniens, les défauts ne sont pas tout à fait identiques, et ceci permet a posteriori de reconstituer un historique des expositions, en tout cas lorsque ces différents défauts seront correctement caractérisés. Voilà, je vous remercie de votre attention, de même que toutes les personnes qui ont directement contribué à ces résultats que je vous ai présentés ici. Merci beaucoup, Sylvie Babachko. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Alors, je veux revenir pour qu'on comprenne bien au MIH, ce syndrome que vous avez décrit. Est-ce que, vous êtes passé assez vite, est-ce qu'il est en croissance? Est-ce que du point de vue épidémiologique, on note une augmentation des cas à l'échelle mondiale ou à l'échelle de certains pays? Oui, alors si je peux revenir, alors je sais pas, au début, hein, c'est effectivement une des premières diapositives que j'ai pu vous montrer. Alors pour revenir au début, je ne sais pas si on peut faire ça facilement. Oui. Alors voilà, je vous remets la première diapositive. Voilà, on voit ici, hein, alors ça c'est une compilation, alors je vais même mettre la précédente. Voilà, une compilation des papiers qui ont été publiés jusqu'en 2021, où on voit qu'il y a de plus en plus d'études et une tendance à avoir des prévalences qui sont de plus en plus importantes, d'ailleurs associées à d'autres pathologies. Et comme le montre cette carte ici, il y a quand même, donc on évaluait à 14-15% une prévalence moyenne mondiale, mais on voit que dans certains pays, en particulier en Amérique du Nord et sans doute en Europe du Nord, une prévalence encore plus importante, pouvant dépasser les 30%. Et d'ailleurs, c'est également le cas en Amérique du Sud et dans la péninsule ibérique. Donc oui, alors cette étude aussi montre une augmentation de la prévalence sur 10 ans et une augmentation de la sévérité des cas. D'accord. Alors, est-ce que on peut corréler cette augmentation à la présence dans l'environnement de ces perturbateurs? Alors, en tout cas, probablement à des facteurs environnementaux, puisque le fait
que cette pathologie qui a pu exister auparavant mais est en augmentation signe effectivement l'intervention de nouveaux facteurs environnementaux et les perturbateurs endocriniens sont une des hypothèses de modification notable et compte tenu de la capacité des cellules synthétisant l'émail à répondre à ces hormones, ils sont de très bons candidats. Mais c'est très difficile à prouver, alors oui, dans le cadre des cohortes épidémiologiques humaines, même dans les cohortes mère-enfant, puisqu'il est difficile d'avoir des évaluations suffisamment précises des niveaux d'exposition qu'on peut bien corréler aux défauts dentaires, mais c'est néanmoins des pistes que nous explorons actuellement. Il y a une question que je voulais poser aussi à madame. Bonjour. Oui. Alors, voilà, j'avais deux questions. Vous avez montré pas mal de résultats et donc je me demandais si vous aviez eu des réponses très homogènes parce que vous opposiez les mâles, les femelles, par exemple. Est-ce que vous avez une réponse très homogène Non, alors. Voilà, parce que c'est une question en fait qui est importante, cette question de la variabilité interindividuelle en fait. Oui, c'est pour cette raison que nous avons compilé énormément de séries. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux analysés. Alors, on ne travaille pas de façon isolée. On essaye toujours de se greffer à des projets de recherche. C'est pour ça que c'est intéressant ce type de rencontre, parce que c'est toujours intéressant d'analyser les dents des animaux qui sont déjà utilisés dans le cadre des expositions et d'autres études. C'était un petit peu sur ce mode-là que nous avons collaboré avec Sakina Maouti, parce que oui, nous pouvons avoir des groupes d'animaux, donc nous voyons qu'en fonction des groupes, on a vraiment des prévalences moyennes qui sont très différentes. C'est pour ça que nous finissons par être confiants, mais nous avons une différence interindividuelle assez importante en effet. Je me demandais en fait, c'était par exemple, quel était le moment où les enfants, par exemple, faisaient des dents de lait, ils les perdaient, etc. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette diapositive? Alors, justement, oui, c'est vrai que ça va assez vite et donc on n'a pas forcément beaucoup de temps pour présenter. Alors voilà. Par exemple, ici, vous avez tout un atlas du développement dentaire, donc chez l'enfant, chez l'humain. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit ici la naissance. Donc, par exemple, ici, on voit les premières molaires permanentes, celles qui sont atteintes par le MIH. Cet atlas est intéressant parce qu'on voit que finalement, ici les dents de lait par exemple, au moment de la naissance, leur couronne est constituée avant la naissance, donc avant leur éruption. De la même façon pour les dents permanentes, donc on voit très bien que les premières molaires se développent en premier, elles se développent avant même l'éruption des dents de lait, et de la même façon, ensuite, on voit apparaître au cours de la première année de vie le développement des incisives permanentes, donc les dents de devant. Et au travers de cet atlas, on voit que toutes les dents ne se développent pas en même temps. Donc déjà, par rapport à la lecture et à la reconstitution de l'historique des expositions qui peuvent venir altérer le développement des dents, on voit qu'en fonction des dents qui présentent des altérations, on peut reconstituer la fenêtre d'exposition et que cette fenêtre autour de la naissance et au cours de la première année de vie après la naissance, qui est si importante pour déterminer la santé du futur adulte, c'est précisément le moment où se développent les dents et où minéralisent l'émail de ces dents. Merci beaucoup. Une toute petite dernière question. Dans vos projets de recherche, est-ce que vous comptez étudier d'autres substances que les phtalates et le bisphénol? Oui. Alors actuellement, on s'intéresse aux perfluorés et surtout à des mixtures de perturbateurs endocriniens à faible dose pour voir comment et est-ce qu'on peut mettre en évidence des défauts lorsqu'on a des mélanges de perturbateurs endocriniens. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler comment la pollution marine aux perturbateurs endocriniens, qui est une menace pour l'homme, comme on a pu voir avec les deux topos qu'on vient de voir, mais aussi pour la faune marine. Et donc, d'abord, je voulais juste vous préciser quelques différentes sources de perturbateurs endocriniens.
Et donc, une des sources qui peut être assez importante, en fait, maintenant, sont les plastiques et les microplastiques et les particules. Ici, vous voyez un embryon d'oursin qui a ingéré des particules de plastique en rouge. Ici, vous voyez un petit bébé crevette qui a des particules de plastique en vert. Et en fait, quelqu'un demandait si ça pouvait persister. Et ben, lorsqu'il y a des particules, et ben, ces particules accumulent des produits toxiques tels que les perturbateurs endocriniens, et donc les PE vont être relargués pendant de très longs moments dans l'organisme. Ici, vous voyez la structure de l'ostradiol, une hormone naturelle, et du bisphénol A qui ressemblent. Donc, comme Sakina a dit au début, les modes d'action peuvent être parce que les perturbateurs endocriniens ressemblent aux hormones. Ensuite, pour les sources, je vais vous parler d'un exemple d'une peinture anti-fouling, d'un composant à l'intérieur d'une peinture anti-fouling qui s'appelle le tributylétain, plus tard. Je veux vous dire aussi que les effluents des stations d'épuration d'eau sont une source de perturbateurs endocriniens. Et après, ben là, Sakina en a déjà parlé, ou les sources naturelles, comme la génistéine. Donc, les perturbateurs endocriniens, malheureusement, sont ubiquitaires dans la mer, c'est-à-dire que toutes les activités, donc par exemple, qui génèrent des médicaments, le produit de l'agriculture, tout ça va être lessivé dans les rivières et se retrouver dans la mer au bout d'un moment. Et donc, par exemple, pour l'exemple du TBT, il a été trouvé, je vais vous le montrer dans les prochaines diapos, que le tributylétain a été montré comme étant responsable de la disparition de gastropodes marins dans les eaux côtières, notamment dans le bassin d'Arcachon dans les années 80. Quelles sont les pathologies qu'on peut associer à une exposition au PE dans la faune marine? Alors déjà, chez les vertébrés, il y a des pathologies de reproduction dans les gonades, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de poissons avec des poissons femelles. Ici, vous voyez une coupe d'un ovaire avec des œufs. Vous voyez les ovocytes dans l'ovaire. Et ici, c'est la coupe dans le testicule où on voit des tubes séminifères qui contiennent les spermatozoïdes du poisson mâle. Et ben, chez notamment des poissons, on peut retrouver ce qu'on appelle l'intersexe, c'est-à-dire qu'il y a des gonades qui contiennent à la fois des œufs et du sperme. Et donc, je vais vous montrer que donc ça, c'est une pathologie chez les poissons qui a été reconnue, qu'on appelle l'intersexe. Et cet intersexe aussi, on l'a retrouvé dans des mollusques, dans des bivalves, où là, ici, c'est une coupe une couve d'un organe reproductif de l'huître où on voit un ovocyte ici qui est au milieu de plein de tubes séminifères. Il y a aussi d'autres pathologies. Ici, vous voyez une huître, une coquille d'huître normale, ici, là, alors qu'en bas, ça, c'est une coquille d'huître exposée. L'huître a été exposée au tributylétain. Ici, vous voyez la formule du tributylétain. Donc, il y a aussi des défauts de développement et de formation de la coquille chez des invertébrés. Je vais vous parler plus tard de pourquoi je parle d'invertébrés et de vertébrés. Et donc, chez les gastropodes, l'exemple du TBT, c'est qu'on a pu montrer qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'imposexe, c'est-à-dire ici, vous voyez un escargot de mer mâle avec son pénis qui sort, et ici, c'est un escargot de mer femelle qui n'a pas de pénis, et on voit pousse sur les ovaires un pénis, un petit pénis, et donc il va y avoir masculinisation de l'escargot femelle. Et donc ça, il a été donc juste en faisant les mesures. Ici, vous voyez un graphe où il a été fait les mesures du taux d'imposexe chez des gastropodes, ici en noir, et de la quantité de TBT qui a été mesurée dans les sédiments, que vous voyez en bleu. Et ici, le TBT a été interdit dans cette zone du monde au niveau du graphe là en rouge. Et on voit que les taux de TBT ont baissé après l'interdiction et que les taux d'imposexe ont beaucoup baissé après l'interdiction. Ici, il y a un autre exemple d'un autre endroit dans le monde, puisque le TBT a été interdit à différentes années dans différents endroits du monde, où on voit qu'ici, vous voyez le taux de femelles stériles, qui peuvent être jusqu'à 100% à certains endroits. Là, le TBT a été banni vers 1987 dans cette zone, et on voit qu'après le bannissement du TBT, il y a il y a une baisse du niveau de femelles stériles.
Et donc aussi, ça se retrouve par l'abondance de TBT dans le milieu. On voit que le niveau de TBT arrive à baisser lorsqu'on l'interdit. Donc ça, c'est l'exemple pour le TBT. Un autre exemple qui a été bien caractérisé, celui-là chez les poissons. Donc les poissons, c'est des vertébrés, où ça, c'est une expérience qui a été faite dans un lac artificiel. Donc vraiment pour montrer l'impact direct de éthénylestradiol, qui a été mentionné plus tard, qui est un estradiol modifié qu'on trouve dans la pilule contraceptive. Et vous voyez ici le nombre de poissons avec, selon leur taille. Okay. Et on voit que donc avant qu'il a été, donc ça c'est le lac naturel, enfin pas le lac naturel, le lac expérimental sur plusieurs années, où on voit des quantités de poissons jusqu'à certaines tailles. Et vous voyez ici qu'en 2001 a été mis de l'éthénylestradiol. Okay. Et on voit que dès l'année suivante, et l'éthénylestradiol a été maintenu pendant 3 ans, et dès l'année suivante, on voit une chute de la population de ces poissons-là dans ce lac. Donc ça a été le premier papier en 1992 qui a montré un rapport direct entre des taux d'éthénylestradiol et une baisse de la population de poissons dans un milieu contrôlé. Donc, je vous parlais des plastiques. Pourquoi les plastiques et les microplastiques sont dangereux? C'est parce qu'en fait, ici, vous voyez les microplastiques, ils vont absorber les polluants. Donc, il y a différentes sources de polluants, notamment des composés hydrophobes, mais même hydrophiles, qui vont pouvoir être absorbés sur les microplastiques. Et ces microplastiques, ensuite, vont être vecteurs de la pollution. Et en plus, ils vont pouvoir être ingérés, rester dans le corps, comme je vous ai montré. Et ces microplastiques souillés, on va dire, sont un risque par ingestion. OK, d'où pourquoi ces microplastiques peuvent être particulièrement dangereux, parce que de leur pouvoir d'absorber des toxiques. Donc, les deux topos qu'on a vus avant ont montré comment des pathologies humaines pouvaient être dues à l'exposition à des perturbateurs endocriniens. Et donc là, je voulais vous expliquer qu'un des modes d'action de ces perturbateurs endocriniens passe par la modification de l'activité ou de la quantité des récepteurs nucléaires. Donc ici, vous avez les récepteurs nucléaires qu'on trouve chez l'homme, que le bisphénol A peut lier. Ici, il y a les petites molécules de bisphénol A avec les différentes affinités, où en fait, comme il a été dit, le bisphénol A était en fait un weak agoniste, un agoniste faible pour le récepteur à l'œstrogène, alors que l'affinité pour l'œstrogène related receptor, ERR, est bien plus forte ici. Donc ça, c'est ERR gamma, voilà son affinité par rapport à ER. Donc le bisphénol A va lier plutôt ERR, AR, un qui s'appelle ROR, qu'on ne connaît pas bien, mais aussi PIPAR. Et donc le PIPAR, lui, c'est le récepteur nucléaire pour l'homéostasie lipidique, et donc qui va créer des désordres métaboliques, des pathologies métaboliques. Ici, je voulais aussi mentionner le PXR, pour lequel on n'a pas encore trouvé de pathologie chez l'homme, mais le PXR, c'est le récepteur nucléaire qui va stimuler les réponses de détoxification et qui va lier les xénobiotiques, donc les pesticides ou les produits non naturels. Et ce PXR a été montré récemment qu'il peut y avoir des effets synergiques par liaison de plusieurs produits xénobiotiques sur le même récepteur nucléaire. Donc, les récepteurs nucléaires, ce sont des facteurs de transcription qui peuvent se mettre sur l'ADN, dont l'activité va être régulée par la liaison à un ligand, okay, et qui vont ensuite changer l'expression des gènes. Donc, ils sont capables, les récepteurs nucléaires, de transduire une variation du milieu, en composé chimique du milieu, en une variation d'expression des gènes. Donc, ça, c'est chez l'homme, où je ne suis pas si spécialiste, mais comme vous savez que l'homme est le résultat de l'évolution des espèces, donc ici je vous ai mis un arbre phylogénétique des différentes espèces, où l'homme et les poissons sont des vertébrés, et tous les animaux marins qui sont là, donc les acidies sur lesquels je travaille, oursins, moules, anémones de mer, sont ce qu'on appelle des invertébrés. Ok, donc chez l'homme, on voit tous ces récepteurs nucléaires qui peuvent lier le bisphénol A. Mais en fait, comme les récepteurs nucléaires sont assez conservés dans l'évolution, ils sont apparus au cours de l'évolution avant l'homme, par exemple. Alors, un des derniers à être apparu, c'est
androgène récepteur, progestérone récepteur aussi sont spécifiques des vertébrés. Le PXR est commun aux cordés, c'est-à-dire aux cordés, que sont les vertébrés et les acidies. Les acidies, ce sont des invertébrés cordés, alors que oestrogène récepteur, PIPAR, thyroïde hormone récepteur et ERR, eux, sont apparus aussi chez les invertébrés. Okay. Donc, du fait de la présence de ces récepteurs nucléaires au cours de l'évolution, des produits, des perturbateurs endocriniens qu'on a caractérisés chez l'homme pourraient être un danger pour la santé de l'environnement et de ces invertébrés marins, alors que justement, le paradigme à l'origine, c'était que non, c'était que probablement des invertébrés marins n'allaient pas être touchés par des produits chimiques qui vont toucher l'homme. Donc, je vous ai dit que tous ces récepteurs nucléaires peuvent lier le bisphénol A et créer des pathologies chez l'homme. Et bien, en fait, chez l'acidie, qui est le principal modèle que j'étudie, il y a aussi ces récepteurs nucléaires. OK? Tout cela. Et donc, la question que je me pose dans mon laboratoire, c'est de est-ce que les perturbateurs endocriniens qui ont été caractérisés chez les vertébrés, il y a beaucoup de travail fait chez les vertébrés, peuvent-ils être un danger pour le développement ou la vie des invertébrés et donc des acidies. Et donc, des expériences que nous avons faites. Alors, ici, c'est une manip de toxicologie où je voulais vous expliquer que de toute façon, tout produit est toxique et ça dépend de la dose. Mais suivant le taux d'exposition, on va avoir différents types de toxicité du même produit chimique. Ici, vous avez des doses croissantes de bisphénol A à des doses très, très fortes. On a trouvé que dans l'acidie, c'était un génotoxique, c'est-à-dire qu'il pouvait abîmer carrément directement l'ADN. OK, mais ça, ce sont des doses très fortes. Moi, c'est le LC50 que je trouve dans les embryons d'acidie, donc génotoxique. Après, l'autre toxicité, c'est tératogénique, c'est-à-dire qu'il va créer des monstres dans les embryons, les effets tératogènes aussi forts. Et après, il y avait des doses où, quand on regarde de manière à première vue, on ne voyait pas de problème dans le tétard d'acidie. Alors, le tétard d'acidie, la tête et la queue qui ressemblent beaucoup à un poisson, un vertébré. D'ailleurs, allez, je vais montrer qui nage. Ça, c'est un tétard d'acidie qui ressemble vraiment à une larve de poisson. Et donc, c'est pour ça que les acidies sont des cordés très proches. Ce sont les cousins, les invertébrés marins les plus proches des vertébrés. Et bien, ça se voit dans la structure de la larve qui ressemble très fortement à une larve de poisson. Donc, la larve normale, avec une tête et une queue et un œil et une oreille interne qui sont pigmentés, et ben, j'ai pu voir qu'à des doses plus faibles, même si la morphologie était normale, on voyait des problèmes de l'oreille interne et donc de la formation de cerveau. Et donc ça, un problème de formation du cerveau, on appelle ça de la toxicité neurodéveloppementale. Donc en filmant la formation du cerveau, donc ici, vous voyez la vésicule sensorielle de l'embryon du tétard d'acidie avec l'oreille interne qui va aller migrer dans la cavité du cerveau du tétard d'acidie et l'œil, on va dire, qu'on appelle ocelle, okay, qui va rester sur le bord de la cavité du cerveau. Donc, normalement, donc dans le film, on voit que l'oreille interne va se détacher d'épithélium, rentrer dans la cavité et aller se mettre in the floor of the brain vesicle. Sur le plancher de la brain vésicule. Et ben, les embryons traités au bisphénol A, on voit que donc cette cellule, là, l'oreille interne, n'arrive plus à se détacher et n'arrive plus à migrer sur le plancher de la vésicule de la vésicule du cerveau. Et donc ça, c'est l'effet que nous avons trouvé à plus faible dose. Et ce que je voulais vous dire ici sur cette diapo, c'est que en fait, donc le bisphénol A, c'est ce que je vous ai montré pour l'instant. Il y a des substituts du bisphénol, comme le bisphénol E, le bisphénol F. Il y a aussi le BPS, aussi, que vous voyez, qui ont été utilisés comme substituts, c'est-à-dire qu'ils étaient moins toxiques que le bisphénol. Et ben nous avons trouvé que donc le bisphénol, donc là c'est un tétard contrôle avec juste exposé au solvant où on voit bien que l'otolite, l'oreille interne, est bien dans le plancher de la vésicule du cerveau ici. Et lorsqu'ils sont traités par le bisphénol A, l'otolite n'a pas pu migrer. Et ben lorsque on a incubé avec du BPE et du BPF, qui sont deux substituts du bisphénol, on a eu le même effet, défaut de migration de l'oreille interne dans la vésicule du cerveau. Alors que le 2,2-DDP,
qui n'est pas un bisphénol parce qu'il n'y a pas le groupement hydroxyle, les deux, lui n'avait pas d'effet. Et donc, c'est pour ça que quand vous prenez les tickets de caisse, par exemple, dans les supermarchés, peut-être vous avez vu ce label, qui est un label de l'INERIS, qui est une agence française, où il y avait un label sans bisphénol A, pardon, BPA. Et bien depuis, comme ce sujet de substituts bisphénol peuvent être aussi toxiques, il y a un nouveau label où on met sans phénol ajouté, donc sans aucun type de bisphénol. Et donc, pourquoi je pense que le mode d'action est l'action d'un perturbateur endocrinien dans les embryons d'acidie, et c'est ça que nous étudions, parce que différents récepteurs nucléaires, comme vous voyez le PXR ici, sont exprimés dans le cerveau de la larve. Le PIPAR, qui médit l'effet des obésogènes, est exprimé dans le cerveau de la larve. Ici, le Estrogen-Related Receptor, qu'on voit dans un embryon transgénique, là où c'est vert, est aussi exprimé très proche de l'autonite. Et ça, c'est le récepteur aux hormones thyroïdiennes qui est exprimé en dessous du cerveau. Et donc, le simple fait, donc c'est le sujet d'étude de mon laboratoire, c'est que nous voulons voir si des perturbateurs endocriniens de type bisphénol peuvent changer l'activité de récepteurs nucléaires dans des modèles d'invertébrés pour décrire la perturbation endocrinienne. OK. Et donc, l'autre modèle que j'étudie dans le laboratoire, c'est l'embryon de moule. Vous voyez ici un embryon de moule à 48 heures. En vert, c'est la partie calcifiée, et en bleu, c'est la matrice organique qui va permettre à la calcification de se mettre en place. Donc, à différents temps au cours du développement. Donc là, c'est 24, 28, 32, 48 heures après fécondation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que pour un embryon traité au bisphénol, il y a des défauts de calcification et de formation de la coquille embryonnaire. Et ces défauts de coquille embryonnaire, vous voyez ici, le hinge n'est pas droit par rapport à un contrôle. Et ça, le 0,05 micromolaire, ça, ce sont des doses environnementales. Donc, l'embryon de moule est plus sensible au bisphénol que l'embryon d'acidie, et il est sensible à des doses environnementales de BPA. Et là encore, lorsqu'on a étudié l'expression des gènes nucléaires récepteurs dans les embryons de moule, ici comme oestrogène récepteur, oestrogen-related récepteur ou thyroid hormone récepteur, on voit des expressions de ces récepteurs nucléaires dans les embryons, dans les larves, au cours du développement. Et donc, les PE, donc, souvent, un perturbateur endocrinien est défini par son action chez les vertébrés. Et pour l'instant, par extension, dans la recherche, les chercheurs ont tendance à dire, bon, bah, si c'est un PE chez les vertébrés et qu'il est toxique chez les invertébrés, c'est un PE chez les invertébrés. Or, comme le système hormonal est très peu connu chez les animaux invertébrés, on ne peut pas dire ça. C'est peut-être un autre type de toxicité, par exemple. Et donc, il faut maintenant étudier quels sont les mécanismes dans les invertébrés pour pouvoir caractériser la perturbation endocrinienne réelle dans les animaux marins invertébrés. Ensuite, ici, j'ai mis, alors j'arrive pas à voir le titre, quelle solution? C'est ça, quelle solution donc, pour essayer de régler ce problème? Alors, la première solution, c'est il faut éviter de mettre des perturbateurs endocriniens dans le milieu. Et donc, pour ça, il faut étudier les modes d'action, les MOA, mode of action, de ces produits chimiques pour faire de la toxicologie prédictive. Et donc, la toxicologie, c'est vraiment un domaine très, très multidisciplinaire où il y a de nombreuses fields de recherche qui vont se mettre ensemble pour d'abord ensuite aller étudier au niveau génomique, transcriptomique, métabolomique et omique les effets de ces produits. Ensuite, il faut faire les effets cellulaires de ces produits. Ensuite, pour arriver au niveau des tissus et des organes. Et enfin, pour aller à l'organisme. Et donc ici, le concept, c'est ce qu'on appelle le Adverse Outcome Pathway, pour définir ces modes d'action, où il y a l'événement moléculaire initiateur, c'est-à-dire quelle est la cible, sur quelle protéine va interagir le produit chimique. Ensuite, quelles sont les réponses cellulaires? Ensuite, quelles sont les réponses au niveau de l'organe? Quelles sont les réponses au niveau de l'organisme? Et enfin, est-ce qu'il va y avoir des effets sur la population?
Et donc ici, je vous montre un adverse outcome pathway pour des molécules qu'on appelle des inhibiteurs d'aromatase, comme par exemple un anticancéreux qui s'appelle le létrozole est un inhibiteur d'aromatase. Et aussi, alors j'ai trouvé ça récemment, on peut acheter des inhibiteurs d'aromatase naturels. Et donc, les inhibiteurs d'aromatase vont inhiber l'enzyme aromatase, ce qui va faire qu'il y aura une réduction de oestrogène dans les cellules granulosas, une réduction d'oestrogène circulant dans le corps. Ensuite, ça veut dire qu'il va y avoir une baisse de l'activité du récepteur oestrogène et il va y avoir différents impacts. Dans les hépatocytes, moins de vitellogénine. Dans la circulation, moins de vitellogénine. Et cette baisse de vitellogénine va faire qu'il y aura moins d'œufs, si c'est une femelle. Et donc, la femelle qui aura moins d'œufs va va faire pondre moins d'œufs et donc elle va être moins fertile. Et à la fin, on voit une baisse de la population de ça. Ici, c'est pour un poisson. Et des effets sur la population en entier. Voilà, donc trouver les modes d'action et faire de la toxicologie prédictive, ça, c'est une des grandes solutions pour essayer de régler ce problème des perturbateurs endocriniens dans le milieu. Et une autre solution, c'est ce qu'on appelle la bioremédiation. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des bactéries pour aller casser les perturbateurs endocriniens, pour les casser et donc les détoxifier dans l'eau. Et donc ça, il y a des bactéries, des champignons, des microalgues qui peuvent casser les molécules et ces molécules cassées ne vont plus avoir d'effet délétère. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la biodégradation. Et sinon, il peut y avoir la bioremédiation pour aller filtrer l'eau, c'est-à-dire qu'il y a donc par exemple les bivalves, mais il y a aussi des projets avec des éponges aussi, peuvent filtrer des dizaines de litres d'eau par jour, d'eau de mer. Et lorsqu'ils filtrent, ils vont filtrer les produits chimiques qui vont rester accumulés dans les animaux, qui vont se mettre à être intoxiqués, hein, donc on ne peut pas les manger. Par contre, les toxiques feront partie de la mer. Et ici, j'ai trouvé une initiative à Maui où ils vont tester l'utilisation d'huîtres, alors des huîtres qui sont encagées, qui ne sont pas reproductives, qui vont filtrer l'eau, et donc en filtrant l'eau, vont enlever les produits chimiques toxiques. Et donc ça, c'est ce que je vous disais, ben voilà, 50 gallons of ocean water in a day, donc 50 gallons d'eau dans la journée, ils vont pouvoir filtrer, et donc ils vont accumuler dans leur corps ou dans leurs fesses les produits toxiques. Et donc, avec ça, cette initiative se propose de nettoyer les eaux côtières d'une baie de Hawaï en utilisant des huîtres qu'il va falloir ensuite faire sortir de l'eau et il va falloir aller s'en débarrasser puisque les huîtres, elles, seront intoxiquées. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci pour votre attention. Puisque la mer est le réceptacle finalement de pollution qui viennent des rivières et des fleuves, est-ce que là, il n'y a pas un effet cocktail qui peut être beaucoup plus important pour les animaux marins que pour l'homme ou les mammifères? Oui, il peut y avoir des effets cocktails bien plus importants et des effets de bioaccumulation aussi que je vous ai pas expliqué, ce que les animaux filtreurs vont pouvoir amplifier. Et oui, ils peuvent avoir des effets cocktails. Et ce que je voudrais signaler aussi, c'est qu'on n'a pas parlé des effets pléiotropes, c'est-à-dire que le bisphénol A, par la multiplicité de ses cibles, va pouvoir faire comme un effet cocktail, mais on a fait ça un effet pléiotrope, c'est-à-dire qu'une molécule va toucher plusieurs cibles et le phénotype ou la pathologie va être induite par les différentes cibles qui vont être modifiées par un seul produit chimique. Donc oui, les effets cocktails, on ne comprend pas encore très bien comment ça se passe au niveau moléculaire, mais je dirais qu'il n'y a pas que les effets cocktails aussi, les effets pléiotropes. D'accord. Sur la toxicologie, on met souvent en cause les doses qui sont utilisées dans les tests toxicologiques. D'ailleurs, Sakina tout à l'heure le mentionnait dans le chat. Certaines études utilisent des doses trop importantes qui ne sont pas les doses environnementales. Est-ce que vous, dans vos tests, vous avez des doses qui sont celles que l'on trouve dans l'environnement? Comment ça marche? Alors pour l'acidi, non, l'acidi, j'ai trouvé des phénotypes à des doses plus fortes que l'environnement.
que ce qu'on trouve dans l'environnement. Pour la moule, oui, on a trouvé des doses à des doses environnementales de bisphénol A. Mais pour ça, je voudrais dire qu'il y a deux types de toxicologie. Donc, il y a la toxicologie in vitro, où on doit faire des EC50, des doses mortelles à 50%, où là, on est obligé de faire des doses. On fait un dosage et on regarde quelle est cette dose. Et ensuite, il y a l'écotoxicologie, où là, l'écotoxicologie, c'est l'étude des doses environnementales de ces produits toxiques. Et donc, ce sont deux domaines de la toxicologie qui sont utiles, qui sont tous les deux utiles. Mais il faut voir en écotox pour voir vraiment l'étude des doses environnementales. Peut-être qu'effectivement, c'est un débat qui s'ouvre parce que finalement, de voir des effets, notamment chez les moules, qui donc minéralisent, ça peut rejoindre certains aspects. Est-ce qu'on peut utiliser ces tests-là, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais à terme, comme tests justement de toxicologie? Est-ce que ça a un intérêt? Enfin, donc la moule est déjà utilisée en test écotox, mais donc juste pour de la tératogénèse, c'est-à-dire juste des effets que ça va créer des monstres. Donc ça, oui, la moule, l'huître, l'oursin sont utilisés dans les invertébrés marins. Par contre, les tests sur perturbateurs endocriniens, là, il y a un test sur la daphnie qui regarde le sex ratio. Et c'est utilisé par l'OCDE comme test légal pour un test sur perturbateurs endocriniens. Or, nous, les scientifiques, on a un petit peu de soucis, c'est que en fait, les daphnies, pour changer le sex ratio chez les daphnies, même un choc de température va pouvoir changer. Et donc, les mécanismes ne sont pas connus. Et donc, il y a le seul test qui est connu, c'est le test de Imposex chez les gastropodes, qui est utilisé de manière légale. Et là, il a été découvert dans les 10 dernières années que le TBT va lier le RXR, le récepteur nucléaire qui s'appelle RXR, et le modifier. Et donc là, on a vraiment le mode d'action de perturbateur endocrinien pour le TBT. Malheureusement, c'est le seul produit pour lequel il y a un mode d'action chez les invertébrés marins. Parce qu'après, il y a les insectes où il y a plus de choses sur les insectes. Merci Sakina, est-ce que vous voulez dire un mot aussi? En fait, moi, je voulais juste rebondir pour dire que c'est super en fait, d'avoir ce genre d'études et notamment sur des invertébrés. Parce que souvent, quand on regarde dans le cadre de l'évaluation, par exemple, du risque, on va avoir beaucoup de choses sur la santé humaine. Et pour l'environnement, ça va être beaucoup du zébrafiche, donc on reste sur des vertébrés. Et c'est très important d'avoir ce genre d'études également sur des invertébrés parce que ça amène aussi beaucoup de connaissances dans le domaine. Et je trouve que c'est super de voir justement ces mécanismes de perturbation endocrinienne si on va retrouver la même chose chez ces espèces-là. Et qui sont également à prendre en compte. Et d'ailleurs, pour information, il y a certaines agences maintenant réglementaires qui ne veulent plus faire de dossiers séparés environnement, santé humaine, mais plutôt faire un mix, c'est-à-dire avec les deux, parce que les résultats que l'on va obtenir, je ne sais pas, chez les humains, les rongeurs, mais également chez le zébrafiche et autres espèces, ben, ça peut alimenter aussi un dossier et avoir, en fait, ça permet d'avoir en fait plus de connaissances concernant ces mécanismes de perturbation endocrinienne.